Bienvenue au Bionomie Center. Je suis Estelle Désiré et je suis ici avec le docteur Didier Potvin qui va nous parler de sa philosophie, de l'approche du cabinet axée sur la santé, la prévention et la beauté. Bonjour Didier. Bonjour Estelle. Tu as un parcours pour le moins étonnant. Après tes études de médecine, tu as d'abord obtenu une licence en dermatocosmétologie, suivi d'une formation en médecine et chirurgie esthétique et cosmétique, puis une formation sur l'étude du vieillissement et sur l'impact de l'environnement sur la santé, de même qu'un diplôme universitaire en génomique. Et avec toutes ces spécialisations, les diplômes universitaires que tu as acquis, quelle est ta particularité? Comment pourrait-on te dénommer? Comment pourrait-on résumer ton activité à travers les différentes spécialisations que tu as effectuées? Oui, effectivement, c'est pas évident puisqu'il y a eu de nombreuses spécialisations, je dirais, enfin, en tout cas de diplômes universitaires. Alors, il faut savoir que lorsqu'on termine son cursus médical, donc sa formation de base, on a le choix entre soit aller vers la médecine générale ou alors choisir une spécialisation. Quand je suis arrivé au bout de mon cursus, finalement, aucune des deux options qui se présentaient à moi me convenait. Donc, étant passionné en plus par le vivant et tout ce qui l'entoure et l'anime, donc c'est ce qui m'a fait aller finalement vers des formations qui n'ont fait que compléter, si on veut, donc mes outils de départ. Et j'estime finalement que le vivant ne peut s'étudier correctement qu'à travers une approche pluridisciplinaire. Et peut-être aussi la peur d'avoir une étiquette derrière une spécialisation et qui m'aurait peut-être limité dans l'approche que j'aurais voulu concernant l'étude du vivant. Tu as été intéressé par l'art et suivi l'Académie des Beaux-Arts ainsi que le solfège. Tu as même étudié plusieurs instruments de musique. Parle-nous de cet intérêt artistique. Alors l'art a permis de stimuler la part de créativité qui était en moi. L'Académie des Beaux-Arts, essentiellement par l'observation, je dirais, donc ce souci d'harmonie. La musique, quant à elle, m'a apporté la notion de mouvement, de rythmicité. Or, la vie est mouvement. Donc, ces deux approches m'ont énormément aidé quant à l'approche que j'ai du vivant. Tu as aussi fait une formation en permaculture, le lien avec la terre. Oui, c'est exact. Tout simplement, la nature est en nous, nous sommes la nature, et donc étudier le vivant, c'est aussi étudier son habitat naturel, d'autant plus qu'il a un impact considérable sur notre état de santé général. Et finalement, donc l'un comme l'autre s'approchent de la même façon, et les problématiques rencontrées au jour d'aujourd'hui au niveau de la planète sont quasi équivalentes. On peut citer le problème d'acidification, donc des océans, le manque d'oxygénation. Eh bien, lorsque l'on fait les bilans de santé, donc on se rend compte que la plupart des pathologies vont se développer sur un terrain d'acidose métabolique et avec un manque d'oxygénation. Et finalement, donc, se soigner, c'est également prendre soin de soi, bien entendu, mais également de son habitat. Tu es particulièrement passionné par la santé, par la beauté dont nous parlerons un peu plus tard, et tu as élaboré un programme santé au cabinet Bionomie Center. Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en tant que médecin, donc, on va plutôt approcher la maladie. Moi, j'ai opté pour la santé, qui est bien entendu complémentaire. Alors, ce qu'on a voulu créer, donc, à travers le concept de bionomie, c'était une approche convergente de la médecine libérale et universitaire. Le souci étant toujours de relier donc, nos connaissances et pas d'aller vers une voie parallèle. Puisque la médecine libérale, la médecine universitaire, telle qu'on nous l'a enseignée, garde tout son sens et ses priorités. Par contre, la médecine de la santé est tout aussi importante parce qu'elle nous apporte un complément d'information et peut-être aussi d'accompagnement dans le cadre donc, des pathologies chroniques qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses, que l'on va classifier sous le terme de maladie de la civilisation actuelle. Et puis alors il y a un autre aspect, l'autre aspect qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on peut également augmenter notre potentiel santé, et là on est au cœur même de la prévention.
Donc ça va au-delà du dépistage annuel que l'on peut faire. Donc ici, il s'agit d'une prise en charge qui est donc proactive, qui nous responsabilise et qui est personnalisée. Donc ça nous apporte donc une autre dimension, quelque part. Quels sont les fondements de l'approche de ce programme santé? Alors, donc comme je l'ai expliqué donc précédemment, on ne peut pas dissocier l'être humain de son environnement. Donc je dirais qu'il y a une interaction en permanence. Donc l'être humain, c'est un milieu ouvert sur son environnement. Alors l'environnement, naturellement, ça inclut à la fois l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la nourriture, son habitat, l'environnement social et culturel. Donc c'est une notion forcément qui est très très vaste. Mais tous ces détails-là font que l'on tombe ou pas malade. Donc on ne peut plus donc nier cette interaction permanente. Donc ce qui veut dire qu'étudier le vivant en vient à étudier des systèmes. Alors, on le verra un peu plus tard, mais tout être vivant qui possède un ADN ou un ARN est supposé communiquer ou échanger des informations. Et c'est comme ça que s'est construite l'humanité. Et c'est à travers ces échanges d'informations que nous pouvons accéder à l'évolution et la transcendance. C'est intéressant. Pourrais-tu, s'il te plaît, résumer les mécanismes de base qui sous-tendent notre état de santé? Comment le corps s'adapte-t-il? Et comment peut-on maintenir notre état de santé? Eh bien justement, donc, dès la naissance, nous sommes pourvus d'un mécanisme qui va nous permettre de nous adapter, quelle que soit la situation. Ce mécanisme est forcément un mécanisme flexible et on va l'appeler homéostasie. Donc c'est une situation d'équilibre dynamique. Il faut l'imaginer, donc vous avez un point d'équilibre duquel on s'écarte et duquel on revient. Alors, à partir du moment où on est dans cette situation d'homéostasie parfaite, le corps est en situation idéale pour s'auto-réparer ou s'auto-régénérer. Quand on s'écarte de cette étape d'équilibre, eh bien on enchaîne des troubles fonctionnels et puis éventuellement des troubles lésionnels. Parce qu'il faut savoir que notre homéostasie fonctionne dans des fenêtres qui sont quand même relativement étroites. Des fenêtres physiologiques telles que par exemple des notions de pH, des notions d'oxygénation de tissus, des notions d'équilibre au niveau de notre écosystème intérieur. Et je pourrais en citer comme ça bien plus. Mais si on essaye maintenant de résumer la façon dont le corps fonctionne, il faut imaginer des capteurs, donc dans lesquels on peut inclure également les capteurs sensoriels, donc nos organes de sens. Mais on a des capteurs de pression, on a des capteurs de température, on a des capteurs de pH, qui envoie les informations sans cesse au niveau du cerveau. Le cerveau, lui, va envoyer du coup la réponse adéquate à l'ensemble des organes et des viscères grâce à un outil de communication qu'on appelle le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome est en fait un système d'une ingéniosité absolument extraordinaire et qui est un peu oublié, je dirais, dans le corps médical. Or, une anomalie du système nerveux autonome va nous amener à une symptomatologie qui correspond aujourd'hui à 80% des raisons de consultation en médecine générale, pour lequel, malheureusement, souvent, on va aller directement vers un traitement purement symptomatique. Pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le système nerveux autonome? Oui, donc le système nerveux autonome, alors déjà, c'est système nerveux automatique, donc c'est quelque chose qui se fait tout à fait inconsciemment et naturellement, donc on ne doit pas y réfléchir, donc ça se fait automatiquement. Et pour pouvoir opérer de façon efficace, forcément, on a besoin d'un activateur et on a besoin d'un inhibiteur, d'un frein, que l'on va appeler système nerveux orthosympathique et système nerveux parasympathique. L'idéal, naturellement, c'est quand on assiste à une coordination parfaite. C'est-à-dire qu'après avoir une stimulation du système nerveux ortho, qui est l'activateur,
va suivre une inhibition ou un frein qui nous permet, je reviens de nouveau avec cette notion d'équilibre, de revenir à notre point d'équilibre. Quand on est dans cette situation idéale, c'est comme si l'ensemble des organes et des viscères et le cerveau fonctionnaient dans une situation de résonance. C'est à ce moment-là qu'on atteint son potentiel maximal, je dirais. Alors, malheureusement, donc la vie d'aujourd'hui fait que on assiste à un déséquilibre, donc une dystonie du système nerveux autonome, qui va nous emmener soit vers une hyper-expression du système nerveux orthosympathique, c'est qu'on va, par exemple, je vais vous donner un exemple, la personne va se plaindre de palpitations. Eh bien, ça, c'est l'expression d'une surstimulation du système nerveux orthosympathique. Quand le cœur accélère. Quand le cœur accélère. Ou, par exemple, le patient peut se plaindre de constipation ou de mains froides, les extrémités sont froides, ou au contraire, transpiration nocturne. Donc, tout cela résulte en fait d'une anomalie du système nerveux autonome. Alors, ce que l'on rencontre aussi, parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai qu'en général, une situation de stress, alors comme on le considérait dans le temps, c'est-à-dire que dans le temps, on avait plus affaire à des stress aigus, il y a eu des périodes de guerre, des périodes de famine, des périodes oui, où on n'était pas à l'abri d'un danger immédiat. On avait cette possibilité de pouvoir avoir une stimulation immédiate du système nerveux orthosympathique qui est important parce qu'une stimulation du système nerveux orthosympathique va nous permettre de mobiliser toutes les réserves nécessaires pour faire face à l'imprévu. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus ces situations extrêmes, mais par contre nous avons une situation de stress permanent qui n'est pas aussi intense et qui finissent par épuiser donc, notre système nerveux orthosympathique qui ne répond plus de façon si spontanée, avec forcément donc, des répercussions sur le plan hormonal, sur le plan des neurotransmetteurs, et parce qu'il existe également une connexion très étroite entre le système nerveux autonome et tout notre système glandulaire, notamment l'axe cortico-surrénalien, c'est-à-dire c'est une petite glande qui se trouve au-dessus des reins, et qui est stimulée dès qu'il y a une situation de stress. Eh bien, au lieu d'avoir des pics de cortisol, qui correspondent à une situation de stress extrême, on assiste aujourd'hui à une chute, donc à une dépression de l'axe cortico-surrénalien. En d'autres mots, nous ne sommes plus adaptés à notre environnement. Et à partir du moment où on n'est plus adapté à notre environnement, la réponse n'est plus adéquate, et c'est comme ça que l'on peut assister à des déséquilibres qui peuvent nous mener à des troubles fonctionnels, voire même troubles lésionnels. Donc la véritable santé, maintenir l'équilibre. Exactement. Voilà. Avant que nous enchaînions, pourrais-tu nous expliquer comment peut-on équilibrer le système nerveux autonome? Quel impact pouvons-nous avoir sur le système nerveux autonome? Oui, donc c'est une question intéressante parce que comme je l'ai expliqué donc, juste avant, le système nerveux autonome donc, est un système nerveux automatique. Donc pour l'essentiel, tout ça s'opère de façon inconsciente et automatique. Mais nous y avons accès donc, grâce à un travail de conscience par le biais de la respiration. Donc en modulant notre fréquence, notre cycle respiratoire, nous allons pouvoir moduler notre système nerveux autonome. Soit en accélérant, soit en décélérant notre rythme respiratoire, on va pouvoir soit avantager le système nerveux ortho ou parasympathique. Maintenant, il existe d'autres moyens d'influencer le système nerveux autonome. Donc, puisque, comme j'ai expliqué, c'est une activité électrique, mais chimique également. Donc, on peut également l'influencer par la chimie ou par un traitement de type électrique, en agissant, par exemple, sur la terminaison sur un point terminal du nerf vague. Donc par une stimulation électrique. Donc, mais je pense que ça peut faire l'office éventuellement d'un module complémentaire parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire et que pouvoir utiliser ces outils apporte un véritable plus à l'arsenal thérapeutique du médecin. Et ce n'est pas des mesures qui se font non plus de façon aléatoire. Donc au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons les techniques pour pouvoir mesurer donc, le système nerveux autonome. Donc on reste dans le cadre d'une rationalité. Donc moyennant des capteurs, on peut mesurer les intervalles
au niveau des pics Q, par exemple, qu'on va retrouver lorsqu'on fait un électrocardiogramme. Donc au niveau des battements cardiaques, la distance qui sépare deux battements cardiaques, on a l'impression que c'est chaque fois la même chose, mais en fait ça ne l'est pas. Et donc ces différentes mesures vont nous permettre de déterminer quelle est la proportion des basses fréquences et la proportion des hautes fréquences. Les basses fréquences qui correspondent au système nerveux orthosympathique et les hautes fréquences au parasympathique. Parasympathique quand le cœur décélère. Exactement. Le cabinet Bionomy Center a une approche unique, une approche particulière. Pourrais-tu nous expliquer quelles sont les découvertes, quelles sont les sciences qui permettent d'élaborer cette approche, s'il te plaît? Alors, je dirais qu'il y a essentiellement trois découvertes que j'estime majeures qui ont été réalisées, on peut même plus dire récemment, parce que ça fait déjà un petit temps. Il s'agit de la découverte de l'épigénétique, l'importance du microbiote et les techniques de neurosciences. Alors, si j'approfondis un peu l'épigénomique, donc j'entends par là, il y a quelques années, lorsqu'on a pu décrypter notre génome, on s'est dit, ça y est, donc on va pouvoir enfin décrypter le génome de tout un chacun, afin d'avoir accès à une médecine personnalisée, de pouvoir déterminer quel est le gène responsable de telle maladie. Malheureusement, donc, les maladies qui sont purement génétiques sont excessivement rares. Et les maladies auxquelles on est confronté aujourd'hui, donc qui sont les maladies de la civilisation actuelle, c'est-à-dire les pathologies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies neurodégénératives, voire d'autres, ne dépendent pas d'une seule mutation. Donc il y a vraiment un jeu d'un ensemble de gènes qui participent et qui font qu'on va pouvoir éventuellement développer cette pathologie. Donc, ce qui voudrait dire qu'il existerait donc un système de contrôle qui agit au-delà de nos gènes. Et quand on sait que sur nos 22 000 gènes que nous avons, il y a une très très faible partie qui code pour une protéine bien déterminée, le reste des gènes qu'on a dénommés les gènes poubelles, en fait, ont un rôle de régulation de nos gènes. Et c'est là qu'intervient l'épigénétique. Donc l'épigénétique veut dire au-delà de nos gènes, et c'est ce qui permet de contrôler nos gènes. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a rien de déterministe ici, donc il n'y a pas de déterminisme. Donc il n'y a rien qui est inéluctable. Donc ce qui veut dire que nous avons ce pouvoir de pouvoir allumer ou éteindre un gène. Donc, alors pourquoi pas allumer les bons gènes et essayer d'éteindre les mauvais gènes. Donc ça, c'était l'approche de l'épigénomique, et j'estime que c'est un message d'espoir, mais extraordinaire. On a longtemps cantonné les patients dans une pathologie, on leur a mis une étiquette, ben voilà, toi tu seras diabétique, toi tu es un patient cardiaque. Or, nous pouvons sortir de cet état-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, et j'expliquerai après comment y arriver, mais c'est une notion qui est encore fort méconnue de la part de tout un chacun. Alors, l'étude du microbiote, alors là, on est au cœur même de l'interaction dans le monde des vivants. Donc, quand on sait prenez n'importe quelle cellule humaine. Une cellule humaine contient déjà 100 bactéries, 10 archées et plus de 1000 virus. Alors, quand on voit déjà le combat que l'on fait quand on se sent attaqué par une bactérie ou par un virus, il faut savoir que nous-mêmes, nous constituons tout un écosystème. Et le microbiote, donc si maintenant je me focalise sur le tube digestif, donc parlons du gros intestin, donc renferme toute une série de micro-organismes, et ces micro-organismes, qui existaient d'ailleurs bien avant l'être humain, participent de façon coopérative et symbiotique à l'évolution du vivant et de l'être humain en question. Donc c'est un partenariat. Et ça, c'est une notion qu'il faut bien comprendre. Et il y a des règles qui existent, donc depuis toujours, et malheureusement est en train de s'en écarter. Alors si on considère notre intestin, qui est constitué d'une seule couche de cellules, donc c'est une paroi qui est très fragile, elle est elle-même recouverte d'un biofilm, qui est constitué justement de l'ensemble de ces micro-organismes. Donc elles doivent quand même avoir un rôle important. Alors je ne peux pas mieux l'assimiler à la barrière de corail. Et quand on voit ce qu'on en fait, eh bien actuellement, donc la vie que nous menons met à mal notre biofilm.
Et s'il y a bien quelque chose de récurrent dans les examens et les bilans de santé que l'on fait, c'est cette problématique. C'est-à-dire qu'on assiste réellement à une perte de biodiversité de l'ensemble de ces micro-organismes qui ont pour rôle, quand je vous disais de coopération, ça fonctionne de façon simplifiée de la façon suivante. Donc, le gros intestin est un endroit idéal pour ces germes. Pourquoi? Parce que c'est chaud, c'est humide, il y a un pH bien particulier, très peu d'oxygène. C'est l'habitat idéal. Alors, ok, donc on vous réserve un petit espace, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous faites pour nous? Et en fait, tous ces micro-organismes ont un rôle spécifique. Donc, elles aident à la digestion, elles vont sécréter certaines substances qui vont être protectrices, et elles participent également à notre immunité. Mais donc ça, c'est une notion, mais vraiment essentielle. Alors, quand il y a une perte de cette biodiversité, due à notre façon de vivre dans un environnement donné, c'est comme si nous laissions la porte ouverte à des intrus qui, eux, peuvent être plus virulents et qui vont essayer de prendre la place des autres. Donc il y a un combat qui se passe à l'intérieur. Quand ce combat commence à être perdu, c'est-à-dire que des germes qui n'ont pas encore conclu un deal, si vous voulez, avec les cellules humaines, finissent par prendre la place des bonnes bactéries, elles peuvent abîmer la paroi de l'intestin. Et alors on assiste à un trouble de perméabilité intestinale. C'est-à-dire que l'intestin va perdre sa perméabilité sélective. Ça veut dire quoi? C'est notre frontière la plus intime, donc ce qui veut dire que c'est la porte ouverte à toute une série d'intrus. Alors ces intrus, ça peut être, encore une fois, des résidus, des micro-organismes, ça peut être des particules chimiques que le corps ne reconnaît pas, que l'on va retrouver dans l'alimentation. Et donc le troisième stade, après cette perturbation du microbiote, premier stade. Deuxième stade, trouble de perméabilité. Troisième stade, on se retrouve avec une inflammation de bas grade. Inflammation de bas grade, donc qui se mesure à l'aide d'un marqueur biochimique bien précis, veut dire en quelque sorte qu'on a une inflammation généralisée au niveau du corps. Et là, c'est la porte ouverte aux pathologies chroniques. C'est-à-dire qu'on entre à pieds joints dans une pathologie chronique future. Donc d'où l'importance de garder une interaction favorable avec le milieu dans lequel on vit et de favoriser surtout cette biodiversité. Alors maintenant, l'autre approche, la dernière approche, ce sont les progrès faits dans les techniques de neurosciences, ces nombreuses découvertes sur la neuroplasticité du cerveau. Donc comme quoi, il n'y a rien qui est immuable, tout est changement. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, je pense que l'on comprend enfin le pouvoir de la pensée et de l'esprit sur le corps. La pensée va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas quelque chose de futile. Donc elle peut avoir les mêmes effets qu'une molécule chimique. Donc alors pourquoi ne pas l'utiliser à notre avantage? Quelle est selon toi la qualité première pour accéder à un état de santé optimal? Par exemple, un patient vient au cabinet faire un bilan de santé. Sur quoi vas-tu insister en priorité? Eh bien là, je vais vous surprendre. Je dirais que la qualité première pour pouvoir améliorer son potentiel santé, c'est la faculté de pouvoir être dans le changement. Donc, c'est-à-dire de rompre avec ses habitudes ou capacité de déconditionnement. Donc dans le sens où on est tous conditionnés. Donc au fur et à mesure où on avance dans la vie, on a tendance à répéter toujours les mêmes habitudes. Et ça, je pense que c'est un des plus gros freins. Donc, et je le vois à travers, pourtant, quelque chose de simple. Donc on va demander aux patients de modifier leur alimentation. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur l'alimentation? Parce que l'alimentation vous fait prendre conscience de votre environnement et de l'impact de l'environnement sur votre santé. Et malheureusement, l'alimentation d'aujourd'hui, suite à l'impact des agro-industries, n'est plus ce qu'elle était et ce qu'elle devrait être. Et avec des répercussions qui sont très importantes sur notre santé.
Et alors déjà, il y a une confusion. Donc c'est-à-dire qu'on pense que c'est un régime que je donne. Et en fait, c'est pas un régime. Donc c'est-à-dire, il faut prendre conscience que notre alimentation s'est écartée d'un idéal. Alors quand je parle idéal, ça veut dire qu'en fonction de nos gènes, nous avons effectivement une alimentation idéale que nous devrions suivre, de telle façon à ce que nos gènes puissent fonctionner de façon optimale. Raison pour laquelle on est amené parfois à faire des tests nutrigénomiques pour voir, tiens, quels sont les gènes qui vont conditionner un type d'alimentation bien particulière, duquel on va pouvoir tirer un maximum de profit. Donc pour revenir avec ce rapport à l'alimentation, c'est bien plus que juste suivre un programme alimentaire. Il va falloir faire des choix, il va falloir modifier son parcours d'achat, il va falloir conscientiser de la différence entre un aliment sain, bio, d'un aliment qui ne l'est pas, peut-être apprendre à lire les étiquettes. Donc il va y avoir des conséquences sociales également. Enfin, je veux dire, ça va impacter la personne réellement dans son quotidien. Ce qui veut dire qu'elle est forcément obligée d'aller vers le changement. Quand il y a cette notion de régime, on sous-entend toujours que c'est sur un laps de temps bien déterminé. La différence ici, c'est qu'il faut comprendre qu'on part vers un changement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est bien déterminé. Il faut laisser une part de créativité aux patients. Donc, nous avons tous des goûts différents, donc ça c'est clair. Mais je veux dire, donc, il faut pouvoir stimuler la différence, sortir de notre routine. On peut le faire de différentes façons. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de faire son jogging le matin, mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un peu de muscu? Quelqu'un qui a l'habitude de lire, mais pourquoi est-ce qu'il ne se mettrait pas au chant ou à la musique? Donc, c'est-à-dire que nous avons toute cette palette de potentialités. Et chaque fois que l'on va aller vers un changement ou essayer de développer une nouvelle aptitude, grâce à cette neuroplasticité au niveau cérébral, vous allez par conséquence donc entraîner tout un changement sur le plan métabolique. Donc pour revenir avec cette importance du changement, donc une maladie naît par habitude. Vous changez d'habitude, la maladie disparaît. Ça paraît très simple. Et pourtant, je me rends compte que c'est le frein le plus important. Pourquoi? Parce qu'on va le faire pendant 2 ou 3 mois et puis finalement, on revient à des anciennes habitudes. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps. Raison pour laquelle, au-delà des faits, donc de suivre une alimentation, un programme alimentaire, il faut arriver à modifier ses pensées, ses croyances. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Parce que c'est remettre en cause peut-être des choses qui nous ont été transmises dès la naissance. On a vu voir fonctionner nos parents d'une certaine façon, nos grands-parents, nos amis, et ne pas avoir peur du changement et de ses conséquences également. Donc en fin de compte, il faut beaucoup de courage. La santé et la beauté sont intimement liées, nous le savons. Tu as développé des techniques anti-âge et anti-vieillissement dont nous aurons l'occasion de consacrer un module spécial beauté esthétique. Mais dis-nous quelques mots sur ton approche de la beauté. Ah, la beauté. La beauté, c'est ma récréation, en fait. Donc ça, c'est que du bonheur. Bon, comme tu le dis très bien, c'est indissociable. Donc quelqu'un qui est dans la santé est dans la beauté. Et normalement vice-versa. Alors, l'approche que j'ai de la beauté, je vais rester dans le cadre du vivant. Donc c'est un choix personnel. Donc c'est clair que les techniques, elles sont, je dirais, sont toujours de plus en plus nombreuses. Mais ça va faire maintenant quand même une petite quinzaine d'années que j'ai opté pour un traitement, je dirais, plus naturel. J'aime pas employer ce mot-là parce que c'est, je dirais, travailler avec des matériaux vivants. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc d'autant plus que nous avons, nous, tout un chacun, dans notre corps, les matériaux nécessaires pour pouvoir nous reconstruire. Or, finalement, le vieillissement est une paire de courbes et de volumes.
Donc, d'où l'importance d'être dans l'observation. Il faut pouvoir observer un visage. Et un visage ne devrait pas se traiter de façon ponctuelle, même si c'est souvent la demande. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez m'enlever cette ride-là ou cette tache-là? Je pense qu'il faut toujours essayer de regarder l'ensemble de telle manière à pouvoir magnifier l'éclat de la personne. Parce que nous avons tous une beauté intérieure qui ne demande qu'à éclore. Donc, et finalement, la beauté, ça vient en fin de parcours, ça apporte un peu de poésie à notre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de futile, comme on pourrait le croire. Je pense que c'est comme un aboutissement. Donc, pour revenir au choix que j'ai fait, oui, c'est vrai que je préfère travailler avec des matériaux vivants que l'on va rechercher à même le corps du patient. Et quand on applique ce principe, et donc on est vraiment dans l'observation de ce qui est, un visage, petit à petit, perd sa cohérence. Donc, il y a des zones anatomiques qui sont bien distinctes entre le front, le regard, les joues et la partie bucco-mentonnière. Et si on observe un bébé, ces différentes zones les jonctions se font de façon harmonieuse. C'est comme si elles étaient entrelacées les unes dans les autres. Avec l'âge, donc il y a une désolidarisation et il y a du coup une perte, voire même une inversion des courbes. De convexes qu'elles étaient, elles deviennent concaves. Et dans notre approche, nous allons justement essayer de restaurer cela, non pas moyennant des substances synthétiques, qui n'ont qu'un effet éphémère finalement, hein, mais aller vraiment dans un véritable rajeunissement. Parce que finalement, vous allez faire un lifting chirurgical. Vous allez faire une incision, vous allez décoller les tissus, remettre les tissus ensemble, mais les tissus ne rajeunissent pas. Vous n'allez avoir qu'un effet de traction sur les tissus. Ici, l'objectif est d'essayer d'aller revitaliser, régénérer l'ensemble des tissus qui se trouvent également sous la peau, tout en tenant compte de la peau, bien entendu. Donc, on va pouvoir travailler sur différents plans et avec des résultats qui vont toujours être naturels, puisqu'on choisit vos propres cellules, elles partagent le même ADN. Vous ne risquez pas à ce moment-là de créer quelque chose qui n'existait pas. Ce qui n'est pas le cas si vous employez encore une fois des matériaux synthétiques. Ce n'est pas pour rejeter les matériaux synthétiques qui dans certains cas peuvent être très très utiles, mais c'est juste une question de choix et de cohérence par rapport à mon éthique de vie et l'approche de la santé. Donc, et je ne dis pas non plus que je ne fais jamais, que je n'utilise pas de substances synthétiques ou d'autres techniques. Mais parmi celles que je pratique, celle que je préfère, c'est effectivement l'utilisation des matériaux vivants, avec des résultats qui sont surprenants et qui dépassent d'ailleurs le cadre de l'esthétique parce qu'ils peuvent être appliqués également pour d'autres tissus. Donc je pense notamment au cartilage, je pense pour consolider des fractures, pour guérir des ulcères, enfin voilà. Donc je dirais que la médecine est en train de découvrir je dirais toutes les techniques régénératives qui existent quand même maintenant depuis pas mal de temps et qui vont nous ouvrir un champ des possibilités qui vont réellement apporter un plus, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan de la beauté. Merci pour les réponses, Didier. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci à vous pour votre écoute et rendez-vous pour d'autres capsules vidéo axées sur la santé, sur la prévention et sur la beauté et l'esthétique, bien sûr. Et vous pouvez toujours retrouver les informations sur www.bionomie-center.com et à très bientôt.